Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, un numéro exceptionnel suite à une victoire exceptionnelle. On va peut-être même lâcher le mot historique, une semaine en tout cas qu'il est, un 3/3 pour l'OGC Nice, et quel 3/3 face à Lille, face à Lens, et enfin au Vélodrome, une victoire 3-1 des Aiglons qui ont probablement, certainement fait leur meilleur match de la saison et peut-être même le meilleur match de ces dernières années en Ligue 1. On va sûrement en débattre, on va en parler, on va décortiquer cette rencontre qui enflamme les supporters de l'OGC Nice depuis hier soir. Il y en a qui ont littéralement pris feu d'ailleurs cette nuit au centre d'entraînement, et puis après je pense que vous sur la route du travail, de la famille, des études de l'école, tout ça, vous avez pu arborer fièrement vos couleurs rouge et noir. Moi j'étais travaillé avec mon magnifique maillot, j'ai croisé plein de supporters et de supportrices marseillais qui m'ont dit gna gna gna, on a le droit de porter le maillot au travail maintenant, blabla, voilà, bon bah mangez votre seum. Nous on a gagné 3-1, super victoire. On va parler du match et pas de ma vie, pas du tout passionnante, et pour cela on accueille tout d'abord Pancho qui est avec nous. Salut Pancho, comment vas-tu? Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va super bien. Sur un petit nuage depuis hier soir, donc au top, au top, au top. C'est la question à la con que je pose à tout le monde depuis hier soir, parce que je connais déjà la réponse, mais je vais quand même te la poser, Jérémy, promis ce sera la dernière fois. Jérémy, bienvenue, et comment vas-tu aujourd'hui? J'imagine particulièrement bien. Salut Sky, salut Pancho, salut à tous. Bah écoute, en effet, ça va très très bien. Comment ne pas aller bien aujourd'hui? Donc j'ai très très hâte de parler du match avec vous. Ouais, vraiment une super soirée, super match, super tout. C'est un peu aussi une certaine libération après des mois, voire des années de frustration. Il y a eu quand même relativement peu de motifs de bonheur cette saison, hein. Peut-être voilà, il y a les deux qualifications européennes, hein, qui nous ont quand même fait plaisir, mais jusque là c'était quand même assez difficile pour les supporters du gym cette saison. Là c'est vraiment le Graal, je pense. C'est ce qu'on pouvait encore espérer de mieux cette saison sur la scène nationale. Bon, on va voir qu'au classement il y a peut-être encore quelque chose à espérer, mais c'était sûrement le dernier match qui pouvait vraiment nous faire vibrer à ce point-là. 3-1 au Vélodrome, première victoire depuis 2015, si je dis pas de bêtises. Ça commençait à dater, une nouvelle génération victorieuse, la génération 2023. Une victoire brillante, on va pas dire qu'on n'a pas fait un peu d'huile par moment, mais une victoire qui ne souffre en tout cas d'aucune contestation. On pourra pas parler de hold-up si on a un minimum d'honnêteté, en tout cas sportive. Bon, du coup, n'en parlez pas à vos amis marseillais, très clairement. Messieurs, commençons, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Une victoire 3-1 à Marseille, ça n'arrive pas tous les ans. On ne croyait pas que ça puisse arriver cette saison jusqu'au tout dernier jour, peut-être jusqu'à la victoire face à Lens. C'est exceptionnel. C'est pas une victoire en Ligue des Champions non plus, mais c'est peut-être le match, la victoire qu'il fallait pour que l'OGC Nice puisse passer dans une nouvelle dimension, notamment au classement cette saison. C'est-à-dire que là, quand même, sur les deux derniers matchs, tu tapes le troisième Deux chez fois le lui, deuxième, du coup. et deux fois le deuxième, effectivement, 2 victoires à l'extérieur. Après ça, concrètement, bon, hormis le Paris Saint-Germain, tu as battu les deux meilleures équipes de France à la maison, qui étaient sur une très bonne dynamique. Donc par rapport à ça, factuellement, c'est énorme. La performance, elle est extrêmement solide, même la victoire à domicile contre Lille. Donc ouais, quand tu regardes les dernières semaines, les derniers mois qu'on a vécu en tant que supporter, où c'était des matchs absolument abominables qui se succédaient, là c'est totalement inespéré, et en même temps c'est mérité ce qu'on est en train de vivre, parce que eh bien ces victoires, on va les chercher, ça sort pas de nulle part, et c'est un véritable plaisir. Jérémy, tout va bien. Le ciel était bleu aujourd'hui pour les supporters niçois. Il faisait chaud, contrairement à sur la Canebière qui a pris une magnifique clim hier soir tard dans la nuit sur cette éclaircie de Bilal Brahimi. Ça me fait beaucoup rire d'en parler. On va essayer de garder notre sérieux jusqu'au bout quand même. Mais voilà, c'est le match référence, et en fait on a l'impression que chaque semaine depuis l'intronisation de Didier Digard on dit ça. Mais chaque semaine, à chaque rencontre en tout cas, on passe petit à petit une étape de plus. Et là, c'est peut-être ce qu'on pouvait attendre de mieux des hommes de Didier Digard. Ouais, chaque semaine il y a du mieux, et en plus, comme l'a rappelé Pancho, on gagne, mais avec la manière à chaque fois, face aux équipes qui produisent pour l'instant le meilleur jeu, hein, parce que Lille, Lens et Marseille, c'est quand même les trois équipes qui jusqu'à présent proposaient quand même un des plus beaux jeux de Ligue 1. On va gagner 2 matchs à l'extérieur quand même, parce qu'aller gagner au Vélodrome et aller gagner à Bollaert, il y a peu d'équipes qui l'ont fait cette année, je crois, voire aucune, qui ont fait les deux. Donc non, c'est une très grosse performance. On a une équipe enfin qui joue ensemble. Tout le monde fait les efforts. Tout le monde est enfin à son niveau.
Comme quoi le mental ça change tout. Et là, si on en doute encore, je pense qu'on en a vraiment la preuve. C'est assez hallucinant de voir le changement de comportement de cette équipe depuis l'intronisation de Didier Digard. Franchement, chapeau à lui et à son staff aussi, parce que remobiliser tout le monde et avoir un tel changement de résultats et de cohérence dans le jeu, c'est quand même moi j'ai jamais vu ça, en tout cas à Nice, aussi rapidement, de façon aussi incroyable. C'est vrai que c'est assez exceptionnel. En plus, c'est vrai que la victoire à Lens avait fait très plaisir. Et puis bon, là, on va pas se mentir, aller gagner à Marseille après tout ce qui s'est passé depuis l'année dernière, c'est quand même plaisant, hein, pour pas dire autre chose. Donc non, ça fait quand même très plaisir. Surtout qu'on a vu, on en reviendra après, vraiment un match exceptionnel de certains joueurs, une très bonne première de Mofi et un très beau but de Bilal Brahimi. Le golasso de Bilal Brahimi, carrément. Le météore, quoi. Mais bon, c'était assez incroyable. Je vous propose, du coup, de passer à cette équipe, justement, aux 11 qui composait, que Didier Digard a choisi d'aligner, hier soir. Un 11 assez classique. On revient, vraisemblablement à un 4-3-3, même si on va s'attarder un peu quelques instants dans notre émission sur le rôle, de Youssouf, une nouvelle fois très précieux dans cette espèce de rôle un peu hybride de demi-centre ou de piston, de libéraux, je sais pas très bien comment appeler ça. Donc une défense assez classique avec Melvin Barr sur le côté gauche, et ce sera aussi le gros dossier qu'on aura à ouvrir dans cette émission, et effectivement la titularisation de Terem Moffi en pointe, avec Gaëtan Laborde qui est du coup relégué sur l'aile droite en l'absence de Nicolas Pepe, et encore devant dans la hiérarchie un Badreddine Bouanani. Et ça aussi, je pense que c'est je vais vous lancer là-dessus, un 4-3-3 qui au final, bon, on peut discuter de la titularisation ou non de Hicham Boudaoui et du choix des latéraux, et je vous invite à en discuter si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez. Mais globalement, c'était un 11 cohérent avec les meilleurs joueurs que tu pouvais aligner en fonction de leur statut et de leur forme actuelle. Retour au 4-3-3 après l'exception lensoise, match à Bollaert. Didier Digard a son système préférentiel. On commence à voir aussi les hommes préférentiels qu'il a, notamment Aaron Ramsey, qui vraiment a un statut tout particulier depuis l'arrivée du divin chauve sur le banc de l'OGC Nice. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces choix-là? Est-ce que vous auriez aligné la même compo, et avant peut-être de rentrer dans les performances individuelles de certains joueurs, est-ce que du coup pour vous collectivement l'OGC Nice a trouvé la formule qui marche autour de ce 4-3-3? Je sais pas, qu'est-ce que ça vous a inspiré, tout simplement? Moi, ce qui me plaît en fait dans ce que fait Didier Digard, c'est que bon, sur le papier c'était un 4-3-3, on va dire, mais en fait déjà la polyvalence de Youssouf N'Déchimier permet justement de revenir à 3 défenseurs quand t'es en phase défensive. Il joue un peu comme un demi-centre, et en fait après tes joueurs comme Laborde et Diop peuvent aller vraiment sur la ligne de touche sur le côté, mais peuvent aussi très bien jouer au cœur du jeu pour libérer les espaces pour Moffi, comme on l'a vu hier soir. Donc en fait, t'as une animation qui est très intéressante et très importante. Et comme il a dit, c'est pas forcément le schéma qui est important, c'est l'animation. Et au-delà, pour une fois, des paroles, on a enfin des actes d'un point de vue tactique. Donc justement, t'as des joueurs qui sont très mobiles, qui proposent énormément, et justement qui, en fonction des cas et en fonction du jeu que propose l'adversaire à un moment T, en fait, l'équipe s'adapte, parce que t'as des joueurs qui ont cette polyvalence-là. Et moi j'aime beaucoup ce qu'on voit, parce qu'en fait t'as toujours des joueurs qui sont disponibles les uns des autres, à part justement je trouve le quart d'heure en seconde mi-temps où on a un peu baissé le pied, où on a eu un peu de mal, mais t'as toujours des joueurs qui sont disponibles et qui ont envie de jouer vers l'avant. Donc en fait ça fait une grosse différence. Donc non, d'un point de vue tactique, je pense que j'aurais mis à peu près le même schéma, parce que c'est vrai que pour Hicham Boudaoui, on n'était pas trop sûr du coup s'il pouvait jouer tout le match. Donc bon, il a quand même fait une vingtaine de minutes, il me semble, avec en plus un très bon match encore une fois de N'Déchimier, qui justement a vraiment un rôle important, à la fois en sentinelle ou en défense centrale. C'est vraiment en plus ce joueur-là, donc il te permet tactiquement d'évoluer, d'avoir un vrai plus. Donc je pense que les choix pour l'instant de Didier Digard sont très très bons. Je suis juste surpris quand même de moins voir Ross Barkley, qui avait l'air quand même d'être vraiment en jambes sur les derniers matchs. 3 buts en début d'année, du coup c'était le meilleur aiglon du début janvier. Mais c'est pour l'instant ma seule interrogation, on va dire, mais il arrive à concerner tout le monde, et tout le monde est quand même bon, voire tout le monde est à un bon niveau, voire très bon. Donc du coup c'est très appréciable, et encore une fois bravo pour son travail.
Pancho, avant de te demander ton avis général, peut-être rebondir sur ce qu'a dit Jérémy, à la fois sur Youssouf. Vano nous disait dans l'émission qu'on a fait tous les trois à sa présentation qu'il serait, après quelques semaines d'adaptation, très vite titulaire dans le 11 de l'OGC Nice. Bon, on n'a pas vu passer les semaines d'adaptation. A priori, il est déjà titulaire et difficilement bougeable de ce 11, mais je te laisserai en parler probablement mieux que moi. Et après, éventuellement, si tu as un avis sur la non titularisation de Ross Barkley, même si après on ne peut jouer qu'à 11 au foot, il y a sûrement plus de joueurs qui mériteraient d'être titulaires, mais au final t'en mets que 11 sur la feuille de match. Alors, concernant Youssouf, ça va faire écho aussi à ta première question sur le dispositif que j'ai trouvé alors effectivement très intéressant par rapport aux garanties qu'il offre vis-à-vis des matchs qu'on a eu sous Digard, mais aussi par rapport au fait que en face, on avait deux milieux de terrain. On avait Rongier et Guendouzi. Ce qui fait que on était en surnombre dans le milieu de terrain. Et ça fait écho aussi au changement à la mi-temps de Payet, où c'est Malinowski qui rentre. Donc ça aussi ça permettait aussi d'être en supériorité numérique dans ce secteur de jeu. Et Youssouf aussi avait cette capacité-là à venir redescendre dans cette ligne de 3 derrière et en même temps à proposer une solution entre les lignes quand on avait le ballon. Et il sait très bien le faire. Il a été très très bon. Il a pris son premier carton jaune à l'OGC Nice, sûrement pas le dernier, mais très propre techniquement dans la relance, dur sur l'homme. Honnêtement, un super match. Et derrière, la rotation, on y viendra peut-être, mais les rotations de Digard, elles sont toujours bien senties. Tu perds pas en qualité, même quand tu fais rentrer Bilal Brahimi, c'est fou de dire ça, mais c'est quand même assez significatif. Et pour Barkley, honnêtement, ouais, mais très franchement, par rapport au 11, pas grand-chose à dire. Ce qui est quand même assez intéressant pour nous, c'est de voir un mec comme Ross Barkley qui justement n'est pas titulaire, mais qui semble investi à 100% dans le collectif. Et c'est qu'avec ça, qu'avec ce groupe de 14-15 joueurs qu'on arrivera à faire quelque chose cette saison. Ouais, effectivement, c'est un problème de riche de te dire que tu peux laisser Ross Barkley, en tout cas dans la forme où il était, en plus depuis le début de la saison, sur le banc sans perdre en qualité. Alors, écoutez, ouvrons quelques dossiers. Alors, on n'a pas parlé des buteurs, un peu du dernier, de Bilal Brahimi, évidemment l'ouverture du score par Sofiane Diop et le deuxième but juste avant la mi-temps de Gaëtan Laborde, 3/3 pour Gaëtan Laborde, qui en plus de ça est quand même à l'origine du premier but aussi, il fait un match quand même assez exceptionnel encore une fois, et je propose éventuellement qu'on commence par lui, ou plus généralement par la ligne d'attaque, ce trio Sofiane Diop, Gaëtan Laborde sur les côtés, Terem Moffi dans l'axe, c'est amené à être notre trio titulaire jusqu'à la fin de la saison, même si encore une fois avec Buonanni, peut-être le retour de Nicolas Pepe, et puis éventuellement Ross Barkley qui peut jouer sur un côté comme Hicham Boudaoui, on pourrait voir du turnover, mais c'est les trois qui vont prétendre à une place de titulaire jusqu'à la fin de la saison. C'était la première fois qu'ils étaient alignés tous les trois. C'était la première de Terem Moffi, de toute façon, sous le maillot niçois. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle articulation offensive ? Je vais peut-être commencer. Moi, je trouve que Gaëtan Laborde a eu l'air quasiment libéré aussi d'un poids, parce que en étant sur le côté, il pouvait peut-être un peu plus toucher le ballon sans abandonner la présence dans la surface, qui du coup a incombé à Terem Moffi et également à d'autres joueurs qui ont pu se projeter, ne serait-ce que Sofiane Diop sur son premier but au 6 mètres. Mais là vraiment, j'ai vu en fait Gaëtan Laborde dans le rôle qu'il affectionnait le plus, peut-être, c'est-à-dire à la limite du meneur de jeu excentré, qui pouvait bien toucher le ballon, il n'hésitait pas à repasser dans l'axe, mais au final, sur ce côté droit, il peut peut-être légitimer le fait de jouer 10-20 mètres en dessous sans pénaliser le bloc équipe. Je sais pas ce que vous avez pensé à la fois de son positionnement à lui et de l'articulation avec le reste de ses deux compères en attaque. C'était un peu la surprise du chef, si on peut parler de surprise, parce que on se questionnait sur le dispositif tactique. En voyant Moffi et Laborde, on s'imaginait peut-être deux pointes avec Laborde un peu plus en retrait, mais un peu plus axial, et peut-être une sorte de 3-5-2 comme on avait pu voir à Lens, avec deux attaquants axiaux. Finalement non, Laborde un peu plus
qui te dézonait un peu sur le côté droit. Je te rejoins. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort et aussi déterminant, parce qu'il est à l'origine quand même des 2 buts, des 2 premiers buts. Effectivement, ça lui fait faire peut-être moins d'efforts aussi, où il court moins dans le vide, donc peut-être plus de lucidité aussi avec le ballon dans les pieds. Faut le mettre son but quand même, hein, entre le gardien et le poteau, dans un angle assez fermé. C'est droit aussi. Il est avec son pied droit, et puis toujours la même mentalité, toujours la même rage. Honnêtement, il a jamais rien lâché, alors qu'il est passé par des semaines très compliquées. Il est sur une série de buts remarquables, et puis la seule question vraiment que me pose ce choix-là de mettre Laborde sur un côté, c'est la rotation. On a vu que Brahimi pouvait apporter un coup d'éclat. Buonanni peut aussi éventuellement dépanner. Mais voilà, dans l'axe, finalement, qui est la doublure de Mofti, je ne sais pas. Ouais, je vais vous rejoindre sur certains points, hein. Il a fait un match vraiment exceptionnel hier soir. Ça allait beaucoup mieux depuis quelques semaines, et là, ça a été vraiment l'apogée. Il a vraiment fait un match. Bon, il a marqué, il a été décisif, mais même dans le contenu, il a été vraiment très très bon, tout le temps disponible. Ce que m'a dit Pancho, il est vraiment récompensé, parce que ça faisait quelques semaines où il avait vraiment pas de chance, beaucoup de poteaux, mais il a jamais rien lâché, il a toujours vraiment tout donné, et là il est vraiment récompensé. Il est vraiment au cœur de ces 3 succès qu'on a eu cette semaine. Moi, en tout cas, j'espérais qu'il y ait cette association Mofi-Laborde, parce que je trouve les 2 joueurs très complémentaires. Et hier, on l'a vu sur les quelques phases où les 2 ont commencé à combiner, où Laborde justement libérait des espaces, et on a quand même vu la puissance et la vitesse de Terem Moffi. Oh, Moffi, son solo, franchement, il le met ses statuts immédiatement sur le parvis de l'Alliance, on est d'accord. Mais moi, même la première accélération à un moment donné qu'il fait sur la ligne de touche, où il arrive à dribbler, je sais plus quel joueur marseillais, il commence à partir. En fait, j'ai rarement vu un joueur aussi puissant, grand et rapide à la fois. C'est incroyable. Donc, très content de l'avoir, et même son action en seconde mi-temps où il se crée une occasion tout seul. Il a fait un très bon match, et vraiment, je trouve les 2, accompagnés de Sofiane Diop, je trouve que c'est à la fois un trio offensif qui est très complémentaire, qui est beau à voir sur le papier, qui est beau à voir jouer, je pense. On l'a vu hier soir, et qui est vraiment très complémentaire. J'ai vraiment hâte de les revoir jouer tous les 3, parce que je pense qu'ils vont faire très très mal aux attaques, aux défenses de Ligue 1. Quelques mots sur Sofiane Diop peut-être. Alors au-delà du but, parce que bon, forcément, quand tu states ton match est un peu, l'analyse de ton match est un peu faussée, mais au-delà du but, il fallait le mettre, hein. C'est aussi parce qu'il se positionne là, il suit l'action. Mais en tout cas, c'est mon avis. J'ai l'impression qu'on a enfin vu ce qu'on attendait de Sofiane Diop, c'est-à-dire un joueur qui est quand même un peu plus incisif, qui participait un peu plus au collectif, mais qui était capable aussi de se projeter, d'éliminer son adversaire, parce que jusque-là, on le voyait vraiment comme un joueur très propre, un facilitateur dans les échanges, mais peut-être un peu trop bas sur le terrain, et qui peinait à être vraiment décisif dans les 30 derniers mètres. Là, encore une fois, au-delà de son but, bien sûr, qui le rend décisif, j'ai aussi vu un joueur qui était vraiment au cœur de toutes les combinaisons, qui n'hésitait pas à porter le surnombre dans les 25 derniers mètres dans la surface marseillaise. Et voilà, moi, même s'il n'avait pas marqué hier, pour moi, il aurait peut-être fait son meilleur match en rouge et noir, parce que c'est vraiment, selon moi, ce qu'on peut attendre et ce qu'on doit attendre d'un profil comme Sofiane Diop. Il avait déjà été très très bon contre Lens, surtout dans les 30 dernières minutes, à être très utile dans la conservation du ballon. Honnêtement, je l'ai trouvé excellent aussi hier soir, mais j'ai l'impression qu'il en a encore sous le pied. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je l'attends plus aussi dans le 1 contre 1. Alors, il fait des différences par la passe, mais je pense qu'il pourrait tellement aussi plus éliminer. Alors, j'ai pas les stats sous les yeux, je sais pas combien de dribbles il tente par match en moyenne, mais je pense que voilà, il est quand même assez rapide, il est technique. Honnêtement, non pas que il est à 80%, je dis pas ça, mais je me dis, mais il a le potentiel pour être encore meilleur que ce qu'on a pu voir. Mais oui, je te rejoins totalement sur son match d'hier soir, déterminant et leader technique, je pense, du jeu offensif de l'OGC Nice. Jérémy? Diop, j'ai adoré. C'est un très bon match de sa part, et il monte en puissance lui aussi. Je trouve que même contre Lille et Lens, il avait fait 2 très bons matchs. Là, hier soir, il a encore fait un match vraiment exceptionnel lui aussi. Je trouve que il nous aide énormément à la conservation du ballon quand on essaie de relancer.
il arrive toujours à trouver une solution un petit peu quand il est dos au jeu. Il perd pas le ballon parce que le ballon lui colle au pied. Alors ça commence à être le Sofiane Diop qu'on a vu à Monaco sur certaines phases. Je pense surtout à la phase avec Niko Kovac où il marchait sur l'eau. Donc là, c'est vraiment, c'est un joueur justement que moi j'ai toujours vraiment apprécié, et le voir petit à petit à ce niveau-là, ça fait vraiment plaisir parce que on sait tout le bien qu'il peut apporter à l'équipe. Et bon, voilà, en plus il met un but, donc il commence à stater aussi. Ça, je pense que ça va être important pour lui pour le mettre en confiance. En plus, surtout qu'il va mettre la tête, il se pose pas de questions, il a la hargne lui aussi, donc non, je trouve qu'il est très bon techniquement, et puis il a l'air d'avoir une très bonne mentalité quand on le voit dans les vidéos du club aussi. Il a l'air vraiment d'avoir très très envie, un joueur dans le vestiaire qui est important de plus en plus, donc c'est très content de son match et très content qu'il soit là. Un mot sur l'entrant devant, Bilal Brahimi peut-être. Donc bon, le magnifique but, forcément. Honnêtement, au-delà de l'exécution, il fallait le tenter parce qu'en plus de ça, il a pas vraiment éliminé son vis-à-vis marseillais. Hein. Il arrive à lui passer le ballon devant le bide, tu vois, il le crochette pas, même pas. Donc fallait avoir la vue qu'avait ce petit trou de souris où passait le ballon pour le loger dans le petit filet opposé. Après l'exécution est magnifique pour un joueur qui aurait dû nous quitter la semaine dernière pour partir en prêt à 3. À quoi ça tient finalement? Merci Chelsea de pas avoir libéré Ziyech en fait. Du coup, le jeu de domino, c'est l'effet papillon qui nous emmène à gagner au Vélodrome grâce à Hakim Ziyech. Mais blague à part, bon, l'idée était forcément bonne parce que validée par ce but-là. C'est bien de savoir que même un remplaçant qui est pas forcément en odeur de sainteté parmi les supporters arrive à te libérer un match comme un déplacement au Vélodrome. Maintenant, est-ce que on doit y voir vraiment un déclic, ou est-ce qu'on doit y voir un but qui arrive au meilleur des moments pour Bilal Brahimi? J'ai pas vu le moment où il a retiré ses moon boots pour mettre des crampons. Je sais pas à quel moment c'est intervenu. Non, plus sérieusement, plusieurs choses. Pour moi, déjà, tu parlais effectivement de la bonne position du corps, etc. Pour moi, tu as surtout un Balerdi sur l'action qui est d'une naïveté incroyable. Sur le match, de toute façon, Balerdi... Balerdi, à chaque fois contre lui, c'est une cata. Joueur frère, très clairement. Ah ouais. Gouiri, il avait fait ce qu'il voulait de lui lors du 3-0. Enfin bref, merci à lui pour son match catastrophique. Mais très très naïf vraiment sur l'action de Brahimi, parce que Brahimi, de toute façon, il n'a qu'un pied gauche. On sait qu'il y a peut-être 8 chances sur 10 qu'il enroule côté opposé. Et ouais, la frappe, elle est splendide, vraiment. Il y a rien à dire, le but est magnifique, et ça me fait vraiment plaisir pour lui parce qu'effectivement, on l'a beaucoup critiqué depuis son arrivée à l'OGC Nice. Il a le poids aussi du transfert sur le dos, mais honnêtement, respect à Digard, parce qu'arriver à mobiliser un joueur qui a deux doigts de partir la semaine précédente, le faire rentrer au Vélodrome et arriver à climatiser le Vélodrome comme ça et mettre le but du break. Enfin, très sincèrement, oui, chapeau au joueur pour cette prise d'initiative, mais arriver à le concerner, le convaincre et lui donner justement cette importance-là sur un match pareil, honnêtement, bravo Bilal, et excuse-moi d'avoir critiqué, je ne savais pas qu'il y avait du Arjen Robben en toi, quoi. Jérémy, un mot sur Bilal Brahimi, mais t'es pas obligé. Après, on va glisser discrètement vers le milieu de terrain, comme tu le souhaites. Non, rapidement, ouais, c'est vrai qu'il a fait une très belle entrée. Je l'ai beaucoup mieux senti que contre Lille dès le début. Il avait l'air quand même plus en jambes. Et c'est vrai que son but est quand même assez magnifique. Il réussit son geste. Il a souvent tenté ce geste-là et souvent tenté de se mettre sur son pied gauche comme ça. Et c'est vrai que le but est magnifique. C'est vrai que je l'ai revu quand même beaucoup de fois parce que rien que le but en lui-même, l'ambiance dans le stade après et la célébration, c'est quand même un combo assez sympa. Donc non, c'est très bien de l'avoir vu mettre son premier but en Ligue 1. Ça va peut-être le mettre un peu en confiance aussi. Il va être, je pense, mieux, et pourquoi pas, on va voir. C'est vrai que c'est un joueur qu'on avait quand même critiqué les derniers matchs parce que des fois il avait un peu de mal à rentrer, mais là c'est vrai qu'hier il a fait ce qu'il fallait, donc il faut le féliciter pour ça, et j'espère que ça va continuer. Garde la main sur le milieu de terrain peut-être. Bon, on n'a pas beaucoup parlé de Youssouf, mais on peut toujours en rajouter une couche, tellement on est satisfait de ses prestations depuis son arrivée. Celui qui a vraiment été étincelant, encore une fois, au milieu de terrain, et qui vraiment sort complètement de la cave, que ce soit dans la hiérarchie ou au niveau de ses performances, c'est Aaron Ramsey. Bon, j'ai toujours un peu la même frustration sur le joueur, que j'ai encore du mal à voir vraiment décisif.
Maintenant, quelle activité au milieu de terrain et quel rôle indispensable en fait à l'animation de tout le bloc équipe de l'OGC Nice. Ouais, c'est un joueur qui est très très complet en fait parce qu'il te permet de justement quand tu es en phase défensive que tu dois essayer de récupérer le ballon, de bloquer les offensives adverses. En fait, il a un tel volume de jeu et une telle endurance qu'il il va être sur un nombre de ballons incroyable. Et depuis 2 matchs, on le voit surtout parce que c'est contre Lille. Moi, j'étais un petit peu mitigé. Là, de Lens et Marseille, il a quand même fait 2 très bons matchs. Pas étonné quand même de le voir sortir, il me semble, vers la 70e parce que il a quand même beaucoup enchaîné et c'est vrai qu'il revient justement de loin. Donc non, c'est vrai qu'avoir un Aaron Ramsey, enfin à ce niveau-là, ça aussi c'est un plus et c'est pas anodin tous ces résultats. Donc on sait que c'est un très très bon joueur. En plus, il a l'air quand même épargné par les blessures pour l'instant. Ça aussi, il faudra souligner le très bon travail de la nouvelle cellule de préparation physique. Parce que bizarrement, quand tu joues 90 minutes sur les matchs, c'est un peu plus facile de les gagner. Ouais, non, mais c'est quand même un très gros travail. Et bon, c'est à l'instar du milieu qui a fait un très bon match. Lui aussi, c'est vraiment, il sort du lot depuis 2 matchs et il montre que c'est quand même Aaron Ramsey. Ouais. Pas mieux, enfin honnêtement, il rappelle aussi, je pense, à beaucoup d'observateurs que pendant de longues années, ça a été un top milieu de première ligue, ça a été un joueur clé d'Arsenal. Ça vient pas de nulle part, international aussi, gallois. Honnêtement, pas grand chose à dire, auteur d'une grande performance dans l'utilisation du ballon, beaucoup d'activité, beaucoup de pressing, proche du porteur à chaque fois. Top, vraiment incroyable. Bon, on sait qu'aujourd'hui, on parle plus tellement en termes de 11 types, mais de rotation. Il y a les 5 changements, il y a des matchs qui vont s'enchaîner, notamment avec la Coupe d'Europe qui revient. Et puis Didier Digard, on en parlera un peu de son coaching de manière plus générale, mais quand même un adepte aussi du turnover, tout ça. Mais en fait, voilà, bon, Youssouf qui s'acclimate à vitesse grand V et qui fait des super performances. Aaron Ramsey qui aujourd'hui est peut-être l'un des meilleurs niçois. On n'a pas parlé de Kefren Turam en détail, mais il fait un excellent match. On en parlera notamment peut-être pour la deuxième période quand on parlera de Melvin Barr, mais qui est aussi à l'origine des frappes de loin qui amènent les buts niçois. Mais c'est compliqué en fait au milieu de terrain de se faire une place. Alors autant un garçon comme Alexis Beka n'en avait déjà pas trop avant que cette résurrection de l'OGC Nice. Par contre, là, en fait, je suis en train de te dire que c'est compliqué même pour un garçon comme Hicham Boudaoui de vraiment s'installer dans le 11 titulaire, alors qu'en fait, c'était peut-être le meilleur niçois il y a encore quelques jours si on s'écoutait en parler. Donc, encore une fois, un vrai problème de riche pour Didier Digard, mais c'est compliqué aujourd'hui, en fait, d'arriver à coucher 3 noms sur la feuille. Après, c'est vraiment 4 profils très différents, donc ça permet de s'adapter à l'adversaire et à la forme de chacun, mais je crois qu'on se rend pas trop compte de la densité qu'on a dans ce milieu de terrain, et on n'a pas parlé de la bonne rentrée de Pablo Rosario en fin de match, tout ça, mais là aujourd'hui c'est vraiment le choix du roi pour Didier Digard. Je parlais de Beka, alors vraiment l'une des images moi qui m'a marqué hier soir, elle est peut-être passée de manière un peu anodine, mais c'est au retour à Nice, qui vient fêter avec les supporters, Alexis Beka. Le type, il est au placard depuis des semaines. Il a été recruté une blinde, il joue pas, mais il est concerné. Et je pense que c'est ça qu'a réussi à faire Digard en arrivant, c'est qu'il a réussi à donner un esprit de groupe, et tout le monde vise le même but. Donc oui, Beka joue pas, oui Rosario joue moins, mais à chaque fois que Rosario joue ces dernières semaines, il est bon. Il est très bon dans les célébrations de but aussi, on a vu d'ailleurs. Ouais, très très bon, très bon. Mais tu vois, Boudaoui, je pense qu'il n'est pas titulaire parce qu'il n'est pas à 100%. En même temps, il rentre, il te stabilise le milieu de terrain, on n'en parle plus. Youssouf, enfin, ouais, c'est un problème de riche, on va pas s'en plaindre. Mais honnêtement, aujourd'hui, pour moi, le gros changement, c'est de se dire que tu as 5 changements. C'est pas rien. C'est-à-dire que tu peux changer la moitié de tes joueurs de champ. Donc ça rebat considérablement les cartes de ce qu'est une équipe type et ce qui est finalement un remplaçant, quoi. Jérémy, une densité assez incroyable au milieu de terrain, à part Alexis Beka qu'on ne voit malheureusement pas. Ils ont tous rempli leur mission et joué leur rôle à merveille sur cette semaine à 3 victoires. C'est peut-être quand même le secteur de jeu où il y a le plus de densité, le plus de concurrence. On disait tout à l'heure en attaque,
y a des postes où on sait pas très bien si c'est doublé, et c'est pas doublé par des joueurs qu'on a trop envie de voir sur le terrain nécessairement. En défense, on en parlera dans quelques instants, mais vraiment le milieu de terrain là, c'est assez incroyable les joueurs qu'on a à notre disposition. Et même si t'as une blessure d'un des 3 titulaires, ça te fera chier, mais tu te diras, t'as quand même quelqu'un pour prendre la place directement et qui sera immédiatement opérationnel. Bah, c'est ce qui va nous faire passer un cap si on va passer ce cap en tout cas. Mais c'est d'avoir un banc où quand les joueurs entrent sur le terrain, en fait, tu gardes la même qualité. Et c'est quand tu regardes les bancs justement des équipes qui jouent les places européennes, que ce soit Marseille, Monaco, Rennes. Bah, quand des joueurs rentrent sur le terrain, tout de suite, on en parlait quand on avait perdu contre Rennes, ouais, tu fais sortir Martin Terrier, t'as Jérémy Doku qui rentre, t'as Bourigeaud qui sort, t'avais Souleymana qui rentre, voilà, t'as du banc. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui nous manquait les dernières années, mais là, c'est vrai qu'au milieu de terrain, voilà, hein, tu fais sortir Youssouf, tu fais rentrer Boudaoui, tu fais sortir Ramsey, tu fais rentrer Barclay. En fait, tu sais qu'au moins, même si le joueur qui rentre peut-être est un peu moins en forme ou sera un peu moins bon, tu sais qu'il va avoir quand même un très bon niveau. Et c'est ça qui va nous faire passer un cap. Donc je pense qu'il va falloir se servir de ce qui a été bien fait là au milieu de terrain, dans on va dire le recrutement et dans l'utilisation surtout de ce milieu de terrain pour les autres secteurs de jeu et notamment l'attaque, parce que je pense qu'en défense on est quand même, surtout en défense centrale, on est quand même bien fourni. Mais voilà, il faut s'inspirer de ça, parce que c'est ce banc fourni et ce choix un petit peu de riche avec tellement de bons joueurs qui va te permettre de passer un cap forcément. Aujourd'hui, on parle peut-être davantage d'entrants que de remplaçants, surtout au milieu de terrain, hein, d'ailleurs, c'est peut-être l'endroit où c'est le plus vrai. Pour paraphraser Christophe Galtier, oui, je confirme tes propos, Sky. Ouais, bon, malheureusement, tu as dit le nom de notre Voldemort personnel, mais... mais ce n'est pas grave. Bon, passons à la défense. Je vais pas dire c'est ce qui a le moins bien marché, parce qu'en fait tout a bien fonctionné. Jérémy, t'as commencé à le teaser. Alors je sais que c'est un peu ton running gag à chaque émission, mais en même temps, si on ne le dit pas, ce serait parfaitement injuste pour eux. Et quel match de la charnière centrale encore. Et j'ai envie de dire, quel match de Jean-Claire Todibo. On le dit à chaque rencontre, c'est très clairement, je pense, le meilleur niçois depuis le début de la saison, et peut-être même des saisons précédentes depuis son arrivée. Mais là, c'est encore un niveau au-dessus dans un match avec un enjeu, une pression, une médiatisation énorme. Il arrive encore à franchir un cap et à passer un niveau supplémentaire. Les commentateurs d'Amazon et différents autres journalistes que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux en parle enfin pour l'équipe de France, en disant que ça va être compliqué de ne pas le voir dans les prochaines listes. Bien, voilà, preuve que ce n'est pas notre chauvinisme qui est à l'œuvre. Là, aujourd'hui, Jean-Claire Todibo, à part l'aveuglement de Didier Deschamps pour l'OGC Nice, qui est malheureusement historique et qu'on constate saison après saison, ça commence quand même à devenir compliqué de dire qu'il n'a pas la place pour au moins être appelé une fois dans une liste par rapport à ses performances et à ce qu'il montre de toute façon semaine après semaine face aux plus grandes équipes de Ligue 1. Ouais, que ce fut long pour parler de Todibo en équipe de France. Il a fallu que les caméras soient à Marseille, bizarrement. Mais voilà, bon. C'est bizarrement, mais quand je vois toujours que ce soit des posts sur les réseaux sociaux ou les journalistes qui parlent toujours des mêmes joueurs en défense centrale qui sont très bons pour l'équipe de France, mais qui à chaque fois omettent Jean-Claire Todibo, ça me chagrine quand même. Et enfin, on en parle. Il a quand même fallu qu'il sorte des matchs stratosphériques et comme il sait le faire maintenant habituellement. Et que Varane prenne sa retraite aussi, quand même. Voilà, aussi, oui, c'est vrai que c'était un facteur important. Mais je veux dire, on sait que cette charnière centrale là, Dante Todibo, c'est incroyable le niveau qu'ils ont. Dante, je le répète, mais c'est à son âge encore, ce qu'il fait, c'est impressionnant. Et il a l'air de vouloir continuer, Todibo, comme il a dit en interview d'avant-match. Moi, 40 ans, pas de problème. Il se blesse jamais, il est tout le temps au niveau, il harangue les joueurs sur le terrain, c'est exceptionnel. Et Todibo, voilà, même contre Lens, quand il était sur une jambe, il perdait aucun duel. Donc bon, voilà, c'est deux joueurs qui sont vraiment exceptionnels. On a le parfait exemple de l'expérience avec un jeune à fort potentiel qui maintenant a confirmé. C'est vraiment l'exemple parfait. Donc une charnière centrale qui est vraiment exceptionnelle encore une fois. On a tous cette action en tête où il revient à la course, il pose le pied sur le ballon devant l'attaquant marseillais, et après derrière il se retourne pour aller
effectuer la relance. Bon, il est un peu court avec sa vitesse du coup, mais vraiment, enfin une intervention chirurgicale dans la surface. Enfin bon, je pense que des bons exemples de Jean-Claire Todibo, on en a des centaines maintenant en tant que supporter de l'OGC Nice en tête. Pancho, voilà, la charnière centrale. Bon, je pense qu'on pourrait dire la même chose toutes les semaines, mais là, vu le prestige de l'adversaire et de la victoire, ça a encore été un niveau au-dessus. Alors bon, tout n'a pas été parfait, hein. Il y a eu quand même des occasions marseillaises, des petits oublis des fois dans le dos, mais globalement ça a été très solide. Ça a été aussi quasiment imperméable grâce aux interventions de Kasper Schmeichel, hein. On est obligé d'en parler, sinon après Alric va venir nous harceler dans notre sommeil. Mais voilà, le gardien danois qui lui aussi est dans la forme de sa peut-être pas de sa vie, mais en tout cas de sa vie à l'OGC Nice, hein. Vraiment il monte en puissance, et c'est aussi lui qui te permet de rester dans le match. Au final, en défense, c'est les latéraux sur lesquels il y a un véritable dossier. Jordan Lotomba, une nouvelle fois excellent, hein. Il s'est pris pour Hatem Ben Arfa à un moment donné. Il a quand même dribblé la moitié de la défense marseillaise avant de tenter une frappe qui malheureusement n'a pas fini au fond. Mais super match Jordan Lotomba. Superbe entrée de Antoine Mendy, hein, en toute fin de rencontre, mais encore une fois impressionnant compte tenu du contexte et de la pression, notamment du score qui n'était pas encore figé à ce moment-là. Il y a que Melvin Barr sur lequel il y a débat, et je sais que entre vous, messieurs, il y a débat en plus. Donc Pancho, je te propose peut-être de commencer sur ce qui t'a plu dans la défense et de terminer sur Melvin Barr pendant qu'avec Jérémy on aiguise nos couteaux. D'accord. Pas de problème. Bah non, mais t'as tout dit, hein. Lotomba, sur la dynamique des dernières semaines, extrêmement convaincant, des bons choix de passe, défensivement ultra solide. On n'a pas vu Tavares de tout match, alors que Tavares, pas n'importe quel client. Voilà, c'est en termes de nombre de buts, en termes il est extrêmement déterminant pour son équipe. On l'a pas vu. On l'a pas vu du tout. Todibo, incroyable. Alors, voilà, pour l'équipe de France. Alors oui, c'est bien. Après, je vais paraphraser là aussi Didier Digard, hein, mais quel est l'objectif? Qu'il ait une ou deux capes ou qu'il soit installé comme étant un titulaire? Aujourd'hui, je pense qu'il mérite d'être sélectionné. Après, l'avenir nous dira s'il peut effectivement être un homme de base de Deschamps, mais je pense que l'un des critères aussi de Deschamps, c'est l'Europe. Et aujourd'hui, ça pose un peu problème dans le parcours de Todibo. L'OGC Nice joue un 8e de finale de Coupe d'Europe quand même bientôt. Je veux bien que ce soit la Wish Cup comme dirait Alric, mais bon, l'expérience européenne, il l'a un peu, pas de la Ligue des Champions certes, mais bon. Ou pas Mécano, Konaté, Kipembe, Koundé, Saliba, voilà. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut regarder aussi la concurrence. J'adore Todibo et je suis pas en train de dire que tous les joueurs que je viens de citer sont meilleurs qu'eux, mais aujourd'hui, c'est des joueurs. Il y en a un qu'on a eu à l'OGC Nice et on a gardé le meilleur des deux. Mais bon, après. Ouais, mais il est leader en première ligue actuellement, tu vois. Il a été très bon aussi avec Marseille mais bon, voilà. La concurrence, elle est rude et encore, j'ai pas tout cité en termes de profondeur, mais c'est un secteur très très concurrentiel à l'OGC Nice. Et pour Melvin Barr, bah pour moi, quand tu fais le parallèle avec le match de Lotomba par rapport à Tavares, il s'est fait manger par Klose, et encore, c'était un Klose qui revenait de blessure, qui n'était pas à 100%, qui a été, comme tu l'as dit en off, l'un des meilleurs Marseillais sur le match. C'est passé quasiment que de son côté, le but vient de son côté, alors qu'ils sont à 3 sur le centreur. Voilà, donc pour moi, ça a été la seule ombre au tableau sur le match d'hier. Voilà, il y a des joueurs qui ont su se développer, qui ont su hausser le ton aussi dans leur performance. Lotomba, Boudaoui depuis un certain nombre de semaines, Diop, Barclay, Laborde aussi. Et puis il y en a qui stagnent. Et pour moi, Barr hier soir, honnêtement, autant dans l'apport offensif, parce qu'il a eu des situations, hein. Les centres, c'était toujours une galère. Puis défensivement, c'est très très faible. Franchement, c'est très très faible. Voilà, c'est un éternel problème. Il n'a pas été catastrophique, mais il n'a pas été extrêmement rassurant. Enfin, il n'a pas été au niveau des autres, en tout cas, peut-être le moins bon niçois. Jérémy, je sais que tu as un avis un peu moins dur sur la performance de Melvin Barr. Est-ce que déjà on peut commencer en disant que oui, ça a peut-être été le moins convaincant des 15-16 niçois qu'on a vus sur la pelouse hier soir, ou est-ce que même ça c'est déjà selon toi difficile par rapport à la prestation de l'ancien Lyonnais?
Non, ça, je suis d'accord. Il y a quand même des points où je suis en accord avec Pancho. C'est juste que voilà, je suis un peu moins dur avec sa performance parce que je trouve que certes, en première mi-temps, ça a été très compliqué et plusieurs fois, je me suis agacé parce que à chaque fois, il était en retard, hein, justement sur Jonathan Klaus. À chaque fois que ça passait sur son côté, on le voyait courir, mais à chaque fois, il était en retard. Donc, je me suis dit, c'est pas possible qu'il se fasse prendre de vitesse à chaque fois quand même. Par contre, je trouve qu'en seconde mi-temps, il a quand même fait surtout défensivement, même si le but vient de son côté, il a quand même été auteur de beaucoup de bonnes interventions dans son placement, même si c'était pas, voilà, c'est pas le match Jordan Lotomba. Hein. Jordan Lotomba fait vraiment un excellent match encore, mais justement, Melvin Barr a quand même un petit peu haussé son niveau et a réussi à se remettre dans le match. Donc c'est comme ça que je voulais souligner, c'est qu'il a eu un moment compliqué en première mi-temps, mais il a su trouver les ressources en seconde mi-temps pour faire quand même mieux et arriver à pas être au niveau des autres, mais justement à ne pas être un handicap et comme en premier temps ça a pu l'être sur quelques actions. Donc voilà, il a quand même fait une bonne seconde mi-temps, je dirais, parce que c'est quand même un joueur qui lâche rien à chaque fois et qui va au duel, même si c'est compliqué de temps en temps, mais il faut lui reconnaître ça. Mais moi, par exemple, vraiment le point où j'ai un problème, et je l'ai dit dans quelques émissions, hein, c'est vraiment son placement. J'ai l'impression qu'il se fait tout le temps prendre de vitesse et qu'il est tout le temps en retard, en fait. Alors, je sais pas si c'est qu'une impression, hein, mais c'est vraiment ça que je lui reproche, et je pense que il faudrait qu'il joue peut-être un peu plus bas, justement, pour être un peu plus à l'aise. Après, ça dépend des consignes, hein, du coach aussi, mais je pense que s'il jouait un peu plus bas, il serait moins en difficulté. Il pourrait justement être auteur de plus de bonnes interventions comme il a pu le faire en seconde mi-temps. 8 ballons récupérés, 80% de duels gagnés hein, quand même pour Melvin Barr. Alors je suis assez d'accord avec ce que tu dis en fait. J'ai l'impression qu'il y a deux Melvin Barr et que dans la rencontre d'hier, les deux mi-temps, en fait la première et la deuxième période résument assez bien les deux visages que peut avoir ce joueur. En première période où quand même l'OGC Nice essayait de se projeter un peu vers l'avant, il a souvent été pris dans son dos. Bon, pas un gros client, hein, Jonathan Klaus, mais bon, de toute façon, ça a été le point faible de l'OGC Nice sur cette première période, peut-être même cette première heure de jeu, si on veut un peu être tout à fait honnête ou grossir le trait. Il a pas la pointe de vitesse pour revenir, comme le font d'autres joueurs qui sont peut-être aussi des fois pris dans leur dos, mais qui sont capables de compenser leur erreur de marquage par leur vitesse de pointe. Ça, c'est sûr que Melvin Barr, je pense que il a plus intérêt à bosser son placement que ses courses, parce que je pense que là-dessus, il arrivera jamais à compenser et il joue contre la nature, tout simplement. Mais par contre, en deuxième période où le l'OGC Nice a joué un peu plus bas, pour moi, il y a deux changements qui se sont opérés. Le premier, c'est que du coup, c'est pas Sofiane Diop qu'il avait devant lui en guise de première relance. Il y a Kefren Turam qui s'est un peu intercalé après dans ce poste de milieu gauche, et je pense que du coup il devait moins monter et il avait un relais un peu plus près, et du coup ça lui permettait de jouer peut-être 20 mètres plus bas et d'être un peu moins pris dans le dos. Et après il y a aussi le scénario du match qui a fait que Marseille a quand même un peu plus acculé Nice sur les buts et qu'il y a eu le bloc niçois qui a reculé de 20 ou 30 mètres. Et après je trouve que voilà, en position en fait de défenseur, bah, il a été très très rarement passé. Moi je trouve que dans le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes, les Marseillais ont essayé de passer de son côté, mais systématiquement au duel, il se faisait pas bouger. Le Marseillais, quand il allait s'empaler sur Melvin Barr, il terminait par terre. Et après du coup Melvin pouvait en fait relancer assez vite sur un Kefren Turam notamment, du coup lui rester un peu dans sa zone dans les 40 mètres niçois, ne pas se faire prendre dans son dos et ne pas se laisser passer. Donc je pense qu'en fait, on le dit déjà depuis quelques émissions, mais c'est un joueur qui est avant tout un défenseur, qui n'a peut-être pas les qualités pour le Digarbol, ou qui n'a pas les qualités d'un latéral moderne. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Maintenant, en fait, le choix que je vous propose aujourd'hui, alors déjà, si je dis n'importe quoi, dites-le moi, hein, n'hésitez pas. Mais au final, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaye d'adapter le jeu de l'équipe aux spécificités de Melvin Barr, ou est-ce qu'en fait, aujourd'hui, on a un troisième latéral très performant en réserve qui est Antoine Mendy. Jordan Lotomba peut jouer à gauche. Du coup, est-ce que pour vous, Melvin Barr doit aller sur le banc pour installer Jordan Lotomba à sa place, Antoine Mendy à droite, et du coup avoir deux latéraux qui ont du coup cette pointe de vitesse, cette capacité à centrer, à s'avancer, à apporter plus de jeu offensivement. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en fait, c'est le choix qui se propose à l'OGC Nice. Bah, honnêtement, quand tu vois le match de Mendy à Lens, et le match de Lotomba aussi à Bollaert, moi ça m'aurait pas dérangé et étonné de voir Mendy titulaire hier soir avec Lotomba à gauche. Et attention, je dis pas ça parce que Barr a été un peu en dessous, hein. Non, parce qu'ils le méritaient vu leur performance au dernier match. Bah, oui, et puis surtout Barr,
Alors, j'ai l'impression aussi qu'il y a une affaire de mi-temps et il y a aussi une affaire de proximité avec le coach. Alors, je sais pas si c'est lié ou pas, mais à chaque fois qu'il est proche de Digard, ça va peut-être un peu mieux. Et je vous rejoins totalement sur le fait que ses qualités primaires, c'est des qualités, on va dire, de défense, de duel, et qu'il a fait des bonnes choses hier soir. Mais lorsqu'il s'agit, on va dire, de porter le ballon, de se projeter, on va dire, tout ce qu'on attend, on va dire, d'un latéral moderne, c'est compliqué, mais voilà, tu as cette option-là, tu peux compter sur un jeune du centre qui est performant, justement, donne-lui des minutes. Hein. Mendy, hier, il rentre, il y a combien? Il y a 2-1. Ça aurait pu être chaud pour lui. Il rentre dans une position un peu plus haute, pardon. Mais faut lui donner faut lui donner du temps aussi. Et puis voilà, attendre les 6 mois supplémentaires pour attendre notre latéral gauche. Oui, le problème revient toujours de toute façon au mercato, parce que bizarrement l'option de Joe Bryan n'est même plus au final sur la table. Hein. Enfin, visiblement, hein, peut-être qu'on le reverra d'ici la fin de la saison, mais c'est pas franchement gagné. Jérémy, je te propose de conclure cette émission. Du coup, ta stratégie perso pour les latéraux, en tout cas ton avis sur ce qu'on peut faire sur le cas Melvin Barr, et après naturellement vous gardez la main si vous avez un dernier dossier que vous voulez ouvrir avant qu'on conclue cette émission. Bah, je suis assez d'accord, et c'est vrai que j'ai souvent milité pour justement Lotomba à gauche et tenter Mendy à droite. Ça a très bien fonctionné contre Lens. Après, le choix de mettre Melvin Barr à gauche et Lotomba à droite hier ne m'a pas surpris, parce que même si Antoine Mendy est pour l'instant très bon, il a 18 ans, voilà, il commence, même si ça va très bien pour l'instant, il faut y aller doucement justement avec ces jeunes joueurs-là, même si je suis quand même très étonné par sa maturité et son entrée en jeu hier soir encore. Donc voilà, le choix ne m'a pas forcément étonné, mais c'est vrai que j'aimerais bien dans les prochains matchs, surtout que par exemple le prochain match contre Ajaccio à domicile, revoir Antoine Mendy à droite pour voir un petit peu, pour lui donner du temps de jeu, et pour avoir Lotomba aussi à gauche, voir un petit peu comment ça s'articule et voir s'il arrive à confirmer sur son côté droit. Donc j'aimerais bien revoir Antoine Mendy et Jordan Lotomba ensemble comme ça. Et après pour le dossier, bon, il y aurait plein de choses à dire, mais bon, j'en ai rapidement parlé, mais c'est vrai que en tout cas Terem Moffi, je pense qu'on tient un sacré joueur. On a deux grosses recrues sur ce mercato d'hiver. Donc, bravo à Florent Gisolfi, Fabrice Bocquet. Mais je connaissais un petit peu le joueur, mais en fait hier soir j'ai quand même découvert pas mal de choses sur son profil à Terem Moffi, parce que comme je l'ai dit, avoir un profil complet comme ça, c'est très très rare, et avoir un joueur aussi puissant physiquement et rapide, c'est très rare. Donc je pense que c'est vraiment un top joueur, et il va nous faire vraiment beaucoup de bien. Pancho, le mot de la fin? Un CDI pour Didier Digard. Je pense que non, mais très franchement, la rapidité, on l'a dit, mais je me répète parce que ça me semble important. La rapidité avec laquelle il a pris en main l'équipe, il a apporté sa touche. Voilà, il a installé son dispositif tout en se montrant justement assez flexible dans son adaptabilité. Honnêtement, hier soir, quand tu mets ces 3 milieux de terrain, que tu laisses la largeur à Marseille, que tu presses pas les centreurs, que tu blindes l'axe justement et que tu exploses en compte. Enfin, le plan de jeu il a été respecté à la lettre, il a fonctionné, parce que certes Marseille a eu le ballon, a mis de l'intensité, mais on n'a pas non plus subi. On prend peut-être un peu le bouillon pendant 10-15 minutes où Sanchez mange la feuille à 2-1, mais honnêtement, mettons du respect sur Digard, parce que alors il est pas seul, hein. Il y a le préparateur physique, il y a tout un staff qui est derrière. Mais honnêtement, je pouvais pas. Enfin, je pense que nous tous, on pouvait pas imaginer une telle rapidité dans les résultats et dans le style de jeu. Donc chapeau à lui, et que ça dure. Un Digard Ball qui sera à l'épreuve d'Ajaccio vendredi. Alors après une semaine où on a fait le plein de points face à des équipes au jeu très alléchant et très bien classé, voilà, là c'est le 18e qui se présente avec certainement un jeu un peu moins ambitieux. C'est voilà, ce sera une autre équipe à affronter, un autre style de jeu, à voir comment Didier Digard va trouver les ressources tactiques pour le faire. Le GC Nice du coup est à 4 points d'une éventuelle place européenne si jamais la Coupe de France revient à une équipe européenne et que la 6e place nous renvoie en Ligue Europa Conférence, à 6 points de la 5e place qui pourrait nous envoyer à ce moment-là en Europa League. Donc vraiment, si le plein de points se fait dans les prochaines semaines où on va jouer à la maison, Ajaccio, Reims, Monaco dans notre deuxième maison et Auxerre à l'Alliance Riviera,
On pourrait se faire une dernière ligne droite tout simplement dingue, avec en plus de ça la Coupe d'Europe qui arrive, je crois, juste après Auxerre, si je dis pas de bêtises, dans l'ordre du calendrier. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. C'est toujours un plaisir, de toute façon, de parler de l'OGC Nice avec vous, surtout après une telle semaine. C'est quand même, la vie est quand même vachement plus sympa et plus, voilà, je vais pas dire plus belle la vie, hein, après un match à Marseille, pardon. Voilà, j'étais obligé de la faire. Mais bon. Merci de nous avoir écoutés. Vous nous retrouvez sur la chaîne Sports Content sur YouTube, mais également sur Apple Podcast, sur Spotify, un peu sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous envoyer un message, nous faire un retour, tout ça. On a beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur notre passion. Et puis, vivement vendredi, n'est-ce pas, messieurs? D'ici là, Issa Nissa. Nissa, Nissa. Issa, Nissa.